Bon, alors bienvenue dans le dossier de ce soir. J'avais un peu du mal à le nommer, parce que ça va être un dossier très large et généraliste, et c'est le but qu'il soit large et généraliste. Ce que je veux dire par ce titre de discours sur le cinéma d'animation, c'est que le cinéma et l'art, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le vide. C'est des formes d'art qui existent en dialogue avec des critiques, avec des essais, avec des commentaires et avec leur public surtout. Si un film a un succès public, il a des chances d'avoir des suites ou des copies dans sa lignée. Si un film n'a pas de succès public et personne n'en parle, et bah probablement que ça deviendra un style ou un genre avorté. Et du coup, tous ces paroles et ces écrits autour du cinéma, on a tendance à ramener ça au principe de discours où le cinéma devrait ressembler à ça, la stop motion, c'est ça, le cinéma en général, c'est ça. Et moi, je voulais revenir sur principalement ça. Qu'est-ce qu'on les commentaires, quelles sont les grandes idées, quels sont les débats qu'il y a autour du cinéma d'animation. C'est un dossier qui est un dossier d'entrée et un peu pédagogique puisque il est destiné à des personnes qui se posent pas encore les questions ou n'ont pas conscience de certaines questions ou des personnes qui sont pas du tout dans le cinéma d'animation ou l'industrie ou dans cette culture-là et qui se demandent un peu ce que d'autres personnes en penseraient. Donc je vais rester très large sur tous les sujets. J'avais mis cette petite image pour bien asséner ça, une belle image du logo Wikipédia. Ce dossier, principalement, ça va être une relecture de toutes les pages Wikipédia dédiées à certains types de cinéma et certaines techniques, avec le commentaire d'une personne qui est dans l'industrie. Je suis une personne qui travaille dans l'industrie, donc j'ai un avis sur comment les choses devraient être ou comment interpréter ceci ou cela. Et du coup, ce soir, je vais vous parler de films que j'aime pas particulièrement ou que je respecte pas, mais qui ont été importants pour le médium en général. Je vais ne pas parler de films que j'adore parce que malheureusement ils n'ont pas eu ce succès. Et je vais vous parler surtout autour de la parole ou comment on a digéré ces œuvres et digéré cette histoire pour donner une direction à ce qu'est le cinéma, ce qu'est le dessin, ce que sont les représentations. Excusez-moi pour cette intro un peu longue, mais je suis obligé de la faire parce que voilà, sinon ça va être vous allez forcément vous sentir un peu blousé par ce dossier. Retenez aussi que je vais parler de 10 000 trucs, et ces 10 000 trucs, chacun de ces petits trucs mériterait un dossier en particulier, et il faudrait que... Et je pourrais m'y attarder, et d'ailleurs si vous trouvez que cette chose-là on n'en parle pas assez, cette chose-là je l'ai pas assez approfondie, je serais très content de la développer. Si vous me dites, parce que le sujet est hyper large, le cinéma d'animation c'est à peu près 100-120 ans d'histoire. La question que je veux poser à travers ce dossier c'est quels sont les principaux discours autour de l'animation et quels sont les points de débat qu'il existe dans ce domaine. Ces points de débat, c'est des questions qui... En gros, c'est toutes les conférences qui vont avoir lieu en festival, c'est les articles de presse, c'est les essais sur le domaine, c'est aussi des portraits d'artistes sur comment on essentialise le travail de tel artiste en oubliant cet aspect-là et en mettant vachement cet aspect-là en avant. La première chose, le premier débat qui existe, parce qu'on va le faire de manière chronologique pour que ça reste un peu didactique et compréhensible, ce qu'il faut c'est parler de la naissance de l'animation. Parce que le premier débat c'est qui c'est qui a créé l'animation? On n'est pas d'accord. Personne n'est d'accord parce qu'il s'est passé plein de trucs. Au début, avant le cinéma, il y avait le pré-cinéma. Le pré-cinéma, c'est un terme un peu généraliste pour dire qu'avant le cinéma et l'image animée qu'on connaît, tel qu'on le connaît maintenant, avec un certain nombre d'images par seconde qui crée cette illusion de mouvement qui devient la vidéo et qui est le film, il y avait d'autres modules de cinéma qui existaient avant. Le débat d'historiens qui me fait beaucoup plus rire sur le cinéma d'animation, c'est de quand ça date, certains historiens s'acharnent à dire « oui, cela existait à la préhistoire ». Parce que nous, dans l'animation, on a notre tapisserie de Bayeux à nous, et ça s'appelle le thaumatrope. Et le thaumatrope, c'est la chose que vous voyez en face de vous. C'est un petit bout de papier avec 2 ficelles, et avec un dessin de chaque côté. Ça existait à la préhistoire, parce qu'il y avait des thaumatropes qui existaient sur des os d'animaux sur lesquels on avait peint
des animaux. Et la manière dont ça marche un thaumatrope, c'est qu'en tirant sur les petites ficelles sur les côtés, ça fait tourner la pièce ou le bout de papier, et du coup ça crée une illusion optique. Donc à la préhistoire, c'était par exemple une antilope, les pieds au sol et les pieds en l'air. Du coup, quand on tournait, on avait l'impression qu'elle sautait. Il y avait cette impression de mouvement qui est la base du cinéma d'animation. Et là, c'est une image plus 19e où c'est un oiseau dans la cage. Si on fait tourner très vite, on a l'impression que l'oiseau dans la cage, mais sinon c'est une cage vide ou un oiseau. Donc ça, c'est des objets du pré-cinéma. Les historiens adorent en parler. En vrai, on s'en fout un peu. Des fois, on y fait référence dans les films d'animation, mais c'est un peu un truc pour plus puriste. Les autres choses qui ont pu exister avant, c'est ces objets-là qui s'appellent les zoétropes ou les phénaticoscopes. C'est d'autres manières de créer cette illusion de mouvement en faisant défiler des images très vite. Si ce module-là rond tourne très vite, on va avoir l'impression que le lion saute, monte et descend. Du coup, il y aura cette impression. Le praxinoscope, c'est la même chose, mais il y a des miroirs au milieu. Le phénaticoscope, c'est la même chose, mais sur un rond. À chaque fois, il y a scope à la fin. Donc, c'est des objets du pré-cinéma qui sont. En fait, ce que vous voyez ici, donc, ça à droite, c'est un autre objet qui est beaucoup référencé, qui s'appelle la lanterne magique. Bon, et donc, la lanterne magique, où vous mettez l'œil ici, il y a de la lumière ici, vous faites défiler des objets, donc ça raconte une histoire. Bon, ça existe depuis très longtemps, la fameuse lanterne magique. C'est des objets du pré-cinéma, et ça existait dans plusieurs endroits en Europe et aux États-Unis en même temps. Il y a aussi des traces en Chine, toute fin du 19e siècle, début 20e. Là où les gens s'accordent à peu près, mais pas sûr, c'est sûr quand existe le premier film. Donc film, c'est quelque chose qui est mis sur une pellicule. Le premier film en tant que tel qu'on note, c'est un film de 1892 de Émile Reynaud, qui s'appelle Pauvre Pierrot, qui est un film assez long, alors qui fait débat, parce que ce n'est pas un film sur cinématographe ou cinématoscope, il s'agit d'un film sur euh, kinétoscope. C'est une technique qui est légèrement différente en termes de pellicule pour produire l'image. Donc certains nient l'existence de ce film comme premier film d'animation parce que ce n'est pas sur du film. Bon, on s'en fiche un peu. Vous pouvez le voir, c'est de la peinture sur sur des images transparentes avec beaucoup d'effets de papier découpé. Ouais, c'est un film qui a 150 ans, donc commencez pas à dire que c'est pas un chef-d'œuvre du 7e art. C'est littéralement un des premiers films du 7e art. Et c'est fait par un Français, Cocorico. Donc voilà, les autres endroits où pourraient exister les premiers trucs du cinéma, donc les Américains évidemment sont battus pour dire c'est nous qui l'avons créé en premier, en disant voilà un premier film sur le cinématographe avec Humorous Face of Funny Faces, un film de 1906 créé par James Stewart Blackton, donc qui cette fois-ci est fait sur de la pellicule, donc c'est fait du cinématographe. Bon voilà, c'est toujours un peu le même module, c'est des dessins à la craie sur une ardoise. Dans le même ordre, celui qui est très très souvent cité, qui est pourtant vraiment plus tard, mais qui est un film qui est aussi extrêmement émouvant, très souvent cité parce qu'il a été fait par Winsor McCay, créateur notamment de Little Nemo. C'est un film légendérissime qui s'appelle Gertie le dinosaure et qui nous raconte, enfin on voit un dinosaure mis en image par le dessin quand même extrêmement beau et poussé de Winsor McCay. Où est le passage animé? Parce qu'il y a des passages, il y a des passages live aussi. Et donc là, il faut se dire que tous ces décors ont été dessinés un par un à la main. Donc c'est du décor animé avec le dinosaure animé. 1914. Donc ça, dans les historiens américains, parce qu'évidemment, si vous allez sur la fiche Wikipédia du cinéma d'animation en anglais, US en anglais, euh, Royaume-Uni ou en français, vous n'aurez pas du tout les mêmes sources sur qui sont les pionnières. Bon, dans les trucs plus intéressants, on peut passer sur le long métrage avec notamment un film qui est très oublié pour une raison assez simple, c'est qu'il n'existe plus actuellement, c'est un média perdu. C'est le long métrage El Apostol de Quirino Cristiani, qui est le premier long métrage d'animation de tous les temps, qui est un film argentin fabriqué en 1917 et dont il n'existe plus aucune image actuellement. Le film la pellicule ayant été détruite ou brûlée, je ne sais plus. Et donc c'est un peu un ancêtre c'est le premier long métrage d'animation, on en a des traces écrites, on a quelques images des dessins qu'il en reste, mais factuellement il ne reste
ce film n'existe plus. Et du coup, de facto, le titre de premier long métrage d'animation est revenu à cause de la déclaration par forfait à Les Aventures du Prince Ahmed de Lotte Reiniger, un long métrage d'animation en papier découpé cette fois-ci, fait en 1926, donc qui est un film malheureusement dont on parle un peu trop peu, à mon goût, qui revient un peu trop rarement dans les débats, mais qui, de facto, même si on adore catapulter Blanche-Neige et les Sept Nains, comme le premier vrai beau long métrage en 2D traditionnel cellulo, comme on aime bien, et bah, Les Aventures du Prince Ahmed, ça le précède d'une dizaine d'années, donc respect. Ce petit débat, ce petit débat sur les origines de l'animation, il est important parce que, comme tous les arts, tout le monde veut se l'approprier et dire c'est nous qui l'avons inventé en tout premier. Et malheureusement, les traces historiques sont généralement peu dites. Moi, je vous donne le discours plutôt franco-français qu'on m'a appris en école. Donc, je vais vous dire Émile Reynaud, évidemment, le pionnier, il a tout créé, c'est nous les Français qu'on est les meilleurs. Mais c'est intéressant de voir que à peu près au même moment à travers le monde, la technique et la technologie a permis de créer le cinéma d'animation, elle s'est créée partout en même temps, et donc il faut essayer d'éviter les mythes fondateurs de on serait plus légitime en tant que Français ou en tant qu'Américain de parler de cinéma parce qu'il a été aussi créé en même temps dans plein d'autres régions. Voilà, donc on est début 20e siècle, le cinéma d'animation existe, il commence à être diffusé un petit peu partout, et il commence à être créé partout. Mais il va pouvoir se développer qu'à certains endroits, parce que il faut des connaissances techniques, il faut des ressources financières, parce que l'animation c'est cher, et ça demande une maîtrise technique quand même importante. Et donc il va pouvoir se développer principalement que dans certaines sections du monde, et se développer sur le siècle qui va venir, hein, pour nous amener... On va finir ce dossier en 2023, je ne vous le cache pas. Et donc il a pu se développer dans trois parties majeures qui reviennent un peu principalement, qui sont les États-Unis, avec forcément Disney, l'Asie, principalement le Japon, mais aussi la Chine, la Corée, et les pays d'Asie du Sud-Est, je mâche mes mots, et finalement le cinéma européen aussi qui est très très important, et c'est quelque chose qui en fait est resté même actuellement. Ça reste les pays et les zones du monde, vous aurez remarqué que ce ne sont que des pays de l'hémisphère nord, hein, des pays riches, qui peuvent produire en animation autant. Il y a aussi un vrai gros biais sur l'histoire du cinéma. Moi je vais rester centré sur le cinéma, donc plutôt le long métrage, parce que c'est celui qui a le droit le plus de commentaires, puisque c'est les formats qui sont les plus respectés et qui s'exportent le plus. Donc je vais revenir rapidement sur nos trois pôles principaux de l'animation mondiale, qui sont, du coup je l'ai tranché entre Japon, États-Unis et Europe, qui de facto ont chacun des styles assez différents. Obligatoirement, on est obligé de commencer par l'animation américaine. Je suis désolé. Je ne sais pas si c'est le plus productif, mais en tout cas c'est celui qui a le plus de visibilité à l'international, qui est le moins clivant, qui... Enfin, le cinéma américain c'est la norme, hein. Hollywood, Los Angeles, Disney. Le soft power du cinéma américain est vraiment trop puissant, c'est un peu la norme et tout le monde se définit autour, ou par rapport au cinéma américain, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça qu'a été, en tout cas, écrite l'histoire actuellement. Et en plus c'est intéressant parce que ils ont un style qui est très défini par leurs racines et qui s'est développé au fil des années. Ce style-là, qu'est-ce que c'est? C'est le style Walt Disney. J'avais écrit un super sous-titre pour cette section, pour la section États-Unis, qui était Daddy Disney, Take Me to the Party. Parce que vraiment l'animation américaine n'est que définie par rapport à Disney dans tous les écrits. C'est vraiment triste, hein, tellement cette image est prégnante et aussi le résultat d'un certain effacement historique de certaines parties de l'histoire de l'animation. Mais voilà, la figure de Disney, Walt Disney du coup, est extrêmement centrale au cinéma d'animation américain. Forcément, cette image elle va se concentrer au début sur le personnage de Mickey Mouse, que vous avez à l'écran dans ce court-métrage légendaire et historique qu'est Steamboat Willie, sorti en 1926 et réalisé par Ub Iwerks et Walt Disney. Intéressant de préciser ça, que Ub Iwerks, qui est à l'origine du design et de la grande majorité de l'animation sur ce court-métrage Steamboat Willie, a été complètement minorisé dans le reste de la création de Disney. Walt Disney était principalement connu pour être un très bon commercial et savoir bien rédiger des contrats et vendre ses films. Et au fil des années, il s'est créé
Il s'est créé une image de lui de philanthrope, artiste, et il a laissé derrière lui un héritage qu'il a en partie, avec une image qu'il a en partie fabriquée. Walt Disney, c'est une figure très polémique maintenant, qui est beaucoup reconsidérée parce qu'il avait une vision très à lui, et il avait aussi une manière de travailler qui était très différente. Bon, je vais quand même rester 2 minutes sur Disney. Voilà, Disney, c'était principalement un commercial, hein, si vous voulez le comparer à une autre figure. Ce serait probablement à Steve Jobs, qui est un très bon commercial. Il a trouvé des bons artistes, il a su vendre leurs films, et après il a tamponné son nom dessus. Il avait une manière de travailler qui était vraiment très centrée sur l'aspect commercial, fatalement. Il voulait vendre des films d'animation en 2D, avec un vrai désir du réalisme, du divertissement. Principalement, ce qui l'intéressait, c'est le divertissement. Et puis dans sa méthode de travail, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a exploité ses équipes, a viré des gens, et aussi il arrive à une période des États-Unis où lui était extrêmement anticommuniste. Donc vous pouvez imaginer ce que ça donnait aussi sur le plan social, où il virait beaucoup de gens, il payait les gens au lance-pierre, et pourtant il s'est érigé comme une figure principale. Donc c'est une figure qui est inévitable, mais qui est très remise en cause actuellement, Disney. Vraiment, il y aurait de quoi faire une émission entière sur juste le personnage et ce qui se raconte de lui et ce qui vraiment s'est passé. Impossible de passer à côté, à la même période, dans les années 20-30, il y a un autre studio qui est très connu, qui est le studio des frères Fleischer, qui ont créé les personnages de Betty Boop, et de Popeye, notamment. C'est marrant parce que les frères Fleischer et leur dessin animé, c'est un peu l'homme de Néandertal de l'animation, terre d'évolution. C'est un style qui aurait pu grandir et devenir le maître étalon, qui est devenu Disney, mais ils n'ont pas réussi. Ce qui est intéressant dans le travail des Fleischer, comme il a été recontextualisé actuellement, c'est que il avait une approche légèrement plus adulte de l'animation, avec le personnage de Betty Boop, qui est un personnage qui est un personnage sexualisé, et donc dans les films, on avait plus souvent une représentation légèrement plus adulte, avec des thématiques sur la mort et sur la sexualité, qui ont été complètement effacées dans le cinéma disneyen, qui est vraiment très consensuel et très orienté sur le divertissement, et donc qui voulait correspondre à des attentes parfois une Amérique qu'on pourrait dire très tradie et conservatrice. Donc voilà, c'est intéressant comment les frères Fleischer sont un peu en train d'être découverts, parce que c'est aussi une approche technique du cinéma qui est moins réaliste que ce qu'a fait Disney avec la rotoscopie, mais qui est plus basée sur des boucles de l'animation en straight ahead, donc plus inventive et moins restrictive en fait que ce qui était fait dans Disney 1. Évidemment, on peut pas passer à côté, c'est les personnages des Looney Tunes. Donc vous les connaissez, Titi Gominet, Roger Rabbit, Bugs Bunny, Daffy Duck. C'est les personnages de Toons. On reste dans le discours par rapport à tout ça, c'est que le cinéma américain est toujours dans le gag, le divertissement, le grand spectacle, l'action, et c'est quelque chose que, même actuellement, quand on vous demande d'expliquer ce que c'est le cinéma américain, vous allez lui dire c'est Marvel, des super-héros, de l'action, des blagues et des blockbusters, et en fait c'est ce type-là de cinéma. En termes d'animation, c'est aussi intéressant de voir que le premier long métrage américain, c'est du coup Blanche-Neige et les 7 nains, en 1938, qui est un film avec une approche du cinéma assez réaliste, avec beaucoup d'études des personnages, donc pour se rapprocher du cinéma live, ce qui était la volonté de Disney de faire un cinéma extrêmement exigeant techniquement, avec beaucoup d'images à la seconde, très réaliste, et qui est quelque chose qui a fait pas mal de mal à l'animation, hein, parce que quand on vous dit que ça c'est le vrai cinéma, le beau cinéma, ça veut dire que tout le monde doit suivre ça, et que c'est très coûteux économiquement et humainement. Avançons un petit peu dans le temps, Disney a été principal fournisseur de cinéma d'animation pendant très longtemps, mais au tournant des années 70-80, une fois qu'ils ont fini de piller absolument tous les folklores du monde pour faire des films sur des contes d'autres cultures, ils sont un petit peu passés de mode, à la fois dans la technique et à la fois dans le propos, et dans les années 70-80, du coup, on a eu un peu une réponse à ce cinéma qui était un cinéma qui était quand même plus sombre et moins bon enfant gnangnan que pouvait l'être le Disney de cette époque, avec le cinéma de Don Bluth, notamment, qui a abordé des sujets un peu plus sombres, qui étaient aussi en réponse avec
la fin des 30 Glorieuses aux États-Unis et une période un peu de récession économique, si vous voulez rester dans le truc très général. On peut aussi observer qu'il y a eu une réponse d'un cinéma, du coup, cette fois-ci adulte, par plusieurs réalisatrices. Du coup, au tournant des années 70, il y a eu les premiers films d'animation pour adultes, donc interdits au moins de 18 ans, de Fritz the Cat, du coup de Ralph Bakshi, qui est un film avec du sexe et de la violence, voilà. C'est comme ça que le film se vendait, et c'est à peu près ce que le film raconte en montrant une Amérique très punk, désenchantée. Bon, on peut dire que on peut trouver ça très subversif. Personnellement, je ne trouve pas que c'est un film très subversif, mais c'est comme ça que ça a été fait. Donc voilà le cinéma de Ralph Bakshi, on pourrait y ajouter aussi Bill Clinton qui est très dans cette mouvance-là de cinéma alternatif, des films moins chers, avec une recherche technique sur l'économie, avec du coup de la rotoscopie directe dans le cinéma de Bakshi, notamment Le Seigneur des Anneaux qui était fait avec plusieurs techniques pour rendre possible des films comme ça. Et par exemple, chez Plimpton, ça s'est caractérisé par un cinéma avec beaucoup moins d'images pour pouvoir faire des longs métrages beaucoup, beaucoup moins chers. Bon, évidemment, on peut pas passer sur la vague un peu gothique des années 90-2000 avec Tim Burton qui est devenu une figure majeure, notamment popularisée par L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Henry Selick, lui aussi un peu un oublié du cinéma d'animation. D'un coup, on voulait montrer une Amérique plus désenchantée et des thèmes légèrement différents. Du coup, Disney a beaucoup perdu de sa splendeur. On a parlé de la fin de l'âge d'or et Disney a failli fermer. Mais au tournant des années 80, vers 95, il y a quelque chose de très important qui est arrivé, c'est les premiers longs métrages d'animation 3D qui sont arrivés avec avec Disney qui crée Pixar. À cette période-là, Walt Disney est mort aussi. Donc il y a eu des différentes décisions qui étaient faites dans l'entreprise pour essayer de relancer des nouveaux styles et qui ont été une période creuse. Et du coup, 95, Pixar, Toy Story, l'animation 3D arrive et un méga succès. Et pour l'instant, il n'y a que des entreprises avec l'argent qu'a Disney qui peuvent se permettre de faire du développement et de créer la 3D. Donc, et puis voilà, après on déroule pendant les 25 années suivantes. Disney ne fait plus que des longs métrages d'animation 3D avec, bon, plus récemment, La Reine des Neiges, quoi, qui serait un bon marqueur du temps. Période 2015, Reine des Neiges. Et plus récemment, si on voulait simplifier les médias américains, et on est obligé de citer Spider-Man Into the Spider-Verse de Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman, qui, bon, globalement, est un film qui va faire date, ou qu'en tout cas on a choisi qu'il ferait date par sa nouvelle perfection graphique et aussi un peu le traitement très moderne de ses personnages, avec un film qui parle actuellement de l'actualité, quoi, c'est le monde de nos jours, avec les smartphones, avec les réseaux sociaux, avec un protagoniste d'ado, garçon un peu fauché, un protagoniste noir aussi, hein, tout simplement. Et voilà, qui va être un peu un marqueur de maintenant, quand on fait du cinéma, ça doit ressembler à ça, avec de la 3D, avec des éléments de 2D rajoutés, quelque chose de très dynamique, qui laisse une grosse place aussi à la musique et à l'expressivité. Et voilà, je pense que c'est un film qui va faire date pour ces raisons-là. Donc voilà, actuellement on est un peu dans cette période de transition, la fin de l'âge d'or de la 3D, une redécouverte de médias un peu alternatifs. Bon, et sur la série, on va citer très rapidement, je vous parlais d'un cinéma alternatif comique en série, impossible de passer à côté des Simpsons de Matt Groening, qui est une série diffusée depuis plus de 30 ans, qui a sa 30e saison. Même chose, critique très satirique. Vraiment, la satire, c'est quelque chose qui marche beaucoup aux États-Unis. Cartoon Network, qui en série était le média archi-dominant avec un peu la suite du Toons moderne, beaucoup de séries 2D, très dynamiques, très drôles, toujours centrées sur l'action. Cartoon Network était très puissant fin 90, début 2000, avec des shows comme Les Super Nanas, Le Laboratoire de Dexter, certaines saisons de Scooby-Doo, tout ce que vous avez à l'écran ici, qui vraiment sont une période qui est très marquée et qui est très nostalgique pour beaucoup de personnes de notre génération, quoi. C'est quelque chose qu'on essaie encore d'émuler actuellement, parce que ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis bon, si on devait citer un peu ce que c'est en ce moment l'animation, en série, on ne pourrait pas passer à côté de Adventure Time, qui a commencé sa diffusion en 2010 par Pendleton Ward, qui a un peu redonné un côté funky, moderne,
un peu adulte à l'animation, et l'incontournable, tous les discours sur les séries d'animation américaines, Steven Universe, de Rebecca Sugar, qui est important. Pourquoi ? Parce que qui a été noté par la diversité de son cast, principalement, mais aussi une très bonne digestion des influences mondiales de notamment l'animation japonaise, mais aussi très au point sur des problématiques de représentation actuelle, de diversité avec un personnage masculin qui n'est pas orienté sur l'action avec plusieurs personnages féminins de la communauté LGBT, et globalement ça donnait un nouvel maître étalon sur ce que pouvait être l'animation. Malgré que la série ne fasse pas tout parfaitement, c'est devenu vraiment un nouveau standard actuel. Je saurais pas dire là dans la décennie 2020 j'ai pas assez de recul pour vous dire ce qui va définir, mais clairement Steven Universe, on pourrait parler du style CalArts, une école américaine dont est issue Rebecca Sugar, c'est clairement l'animation actuelle. Après avoir parlé de l'animation américaine et de son côté très juvénile, l'enfance, les bêtises et son côté très satirique qui en est sorti, on va parler de l'animation japonaise. L'animation japonaise, du coup, pour la synthétiser et l'essentialiser de manière très caricaturale, c'est une animation qui est très dédiée à un public adolescent, pour plusieurs raisons, qui sont la diversité de ses sujets, là où l'animation américaine a eu un côté très policé pour les enfants et très adulte, un peu vulgos pour un public aussi de comédie adulte. L'animation japonaise a eu beaucoup de succès, notamment en France, à partir des années 90, parce qu'avant elle était assez ignorée parce que elle s'exportait peu, par des sujets un peu plus ados, on parlait plus directement de... Bon, genre envoyer du sang, il y avait une reconnaissance de la violence et aussi de la santé mentale, et aussi beaucoup plus de récits sur la romance, quoi. Donc l'animation japonaise, c'est un truc qui était hyper puissant et qui a vraiment fait un gros impact sur l'industrie mondiale au tournant des années 90-2000. Et donc voilà, je vais vous revenir un petit peu point par point. On ne peut pas parler d'animation japonaise sans, de manière tout à fait fallacieuse, parler de Osamu Tezuka, donc le papa du manga. Hein. Si Disney avait son papa, était le papa de l'animation américaine, l'animation japonaise aurait Tezuka, mais probablement plus maintenant Miyazaki. Mais Tezuka le précède, quoi, et plus centré sur le manga. Tezuka, c'est Astro Boy, c'est la base des récits japonais avec Dororo qui crée le roman, enfin qui amène le roman de KPDP et de samouraï au Japon. Astro Boy qui prédate tous les récits de science-fiction. C'est étonnant parce que Tezuka est venu à l'animation pour copier Disney, en voyant le succès, lui dessiner du manga, et en voyant le succès de Disney et de l'animation américaine, a importé un certain nombre de techniques américaines avec des pellicules pour pouvoir créer des studios d'animation au Japon, et c'est lui qui l'a fait beaucoup fonctionner. Pour autant, ce n'est pas lui qui est responsable des premiers films d'animation. Les premiers longs métrages d'animation sont les deux que je vais vous présenter à l'écran ici. À votre gauche, Momotaro, le divin soldat de la mer, réalisé par Mitsuyo Seo, qui date de 1945, qui est un film qu'on ne voit pas du tout discuter, mais qui est un pan de l'animation qu'on traite pas trop, mais qui est très réel, parce que c'est un film, vous aurez pu le déterminer par sa date, c'est un film de 1945, donc en plein sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui est un film de propagande, qui est un film de commande du gouvernement, donc qui est là pour défendre le régime de l'époque et la validité du conflit de la Seconde Guerre mondiale. L'animation, quand elle n'était pas utilisée comme un moyen de divertissement, était parfois utilisée comme un outil de diffusion politique. J'y reviendrai pas, mais il y a eu beaucoup de courts-métrages et de films qui sont maintenant difficiles d'accès parce que ils défendent des idées vraiment du passé très questionnables. Les personnages des Looney Tunes et de Disney ont été utilisés pour soutenir l'effort de guerre américain. Il y a eu beaucoup de courts-métrages soviétiques pour défendre l'idéologie du communisme soviétique. Il y a eu évidemment beaucoup de films d'animation qui ont servi à parler de politique.
Mais celui dont on discute le plus souvent pour l'animation japonaise en tant que long métrage, c'est Le Serpent Blanc de Taiku Yabushita, qui date celui-ci de 1958 et qui est une reprise d'un grand conte chinois. C'est intéressant parce que c'est un des les romans d'aventure vont être un des plus gros thèmes de l'animation japonaise et notamment les histoires d'arts martiaux qui vont devenir un très gros poncif, un gros poncif du genre. Avançons un petit peu dans le temps. Allons dans les années 60-70. Dans la droite lignée d'Astro Boy, il y a eu beaucoup de dessins animés de science-fiction, notamment Battleship Yamato 999 et Captain Harlock, écrit par Leiji Matsumoto, mais réalisé pour Albator par Rintaro, un gros cinéaste de cette période-là. Les récits de science-fiction et d'espace, ils sont endémiques ils sont très présents dans l'animation japonaise. On reste à cette période-là beaucoup dans le divertissement. Arrive dans les années 80, le méga poncif, l'incontournable, le papa, en tout cas qu'on a en Europe de l'animation japonaise, c'est le studio Ghibli avec Isao Takahata et Hayao Miyazaki qui ont réalisé leurs films dans les années 80, Nausicaa de la vallée du vent et Le tombeau des lucioles. C'est un nouveau pan de l'animation japonaise, plus réaliste, résolument anti-guerre. On est dans le cinéma d'après-guerre avec des récits de reconstruction. C'est un cinéma qui est très pacifiste. Non, c'est un leitmotiv dans tous les films de Takahata et de Miyazaki. Et c'est surtout, quand ces films-là vont atteindre l'Occident, ça va être des gigantesques succès à l'international qui vont définitivement changer le paysage international, quoi. Avec des approches très uniques et une technicité différente de ce qui a été proposé aux États-Unis, mais extrêmement développée aussi. Pour simplifier le reste de l'industrie, on peut citer quelques très grandes œuvres. Le Japon est très connu pour ses dessins animés d'action, comme par exemple Sailor Moon, qui est de Naoko Takeuchi, réalisé entre autres par Kuniko Ikuhara, qui est une série du coup de Magical Girl, un style très populaire, où on suit des portraits de jeunes femmes, jeunes filles, qui vivent une double vie dans la normalité du quotidien, mais aussi une vie de fantaisie avec des pouvoirs, qui est extrêmement populaire à cette époque. Et de l'autre côté, les gros robots, on va avoir la suite du cinéma de science-fiction avec l'émergence du style mecha, donc qui sont des séries et des films dédiés à cette fois-ci du combat, du militaire, avec l'utilisation de robots géants, du coup, c'est pas Albator que je cherche, donc Mobile Suit Gundam, car il faut bien le prononcer, et des trucs comme ça. C'est intéressant parce que l'industrie japonaise a fait aussi le choix d'œuvres très genrées. Là, c'est pas pour rien que je vous ai mis ces deux visuels avec des Magical Girl et un garçon conducteur de robot. C'est que rapidement on a déterminé que ça plaisait aux filles et ça plaisait aux garçons, et du coup, on a rangé ça dans certaines cases. Vers les années 2000, on a deux films. On a un film qui a un très gros retentissement, en même temps que pas loin de Le Voyage de Chihiro, qui va vraiment inscrire le cinéma japonais dans le paysage global de l'animation. On va voir Akira, qui a été très culte pour le manga, mais qui aussi est extrêmement culte pour la technicité phénoménale de son long métrage, réalisé par l'auteur du manga, Katsuhiro Otomo. Et bon, pour les fans plus d'un autre type de science-fiction un peu plus sensible et psychologique, c'est impossible de passer à côté de Neon Genesis Evangelion, une série d'animation de Hideaki Anno qui... même chose, très reconnu pour son approche psychologique de ses personnages et une vraie grande déconstruction de l'animation en tant que médium fermé. À l'époque, Evangelion a été et c'est devenu un peu un marqueur d'une autocritique du domaine, parce que même si c'est un dessin animé de bataille et de gros robots, c'est un récit qui, dans l'idée, essaie de déconstruire ça, donc de montrer à quel point les batailles de gros robots, c'est pas très important, parce qu'au final, tout ce qu'on veut, c'est être amis, avoir de la reconnaissance de notre entourage. Et c'est aussi une critique qui est revenue beaucoup dans le cinéma japonais, de l'entre-soi,
Ces séries des années 2000, elles existaient déjà dans les années 70, elles existaient déjà dans les années 80, et elles continuent à exister dans les années 2000. Et une critique qui est beaucoup faite, c'est que, ce qui revient beaucoup dans les discours autour de ça, c'est que c'est un cinéma qui n'a pas de nouveaux sujets, qui ne parle toujours que de la même chose en mettant des robots un peu plus beaux, un peu plus de robots, un peu plus de couleurs, un peu plus d'action, un peu plus de personnages, mais qui ne renouvellent pas les questionnements du genre. Du coup, le tournant des années 2000 a été assez important pour ça. Il y a eu un gros tournant dans le cinéma japonais dans les années 2000, c'est qu'il y a eu le passage à la 2D numérique et à la 3D, qui a été assez difficile. Actuellement, le cinéma d'animation japonais, on pourrait le résumer dans les très grands succès à deux réalisateurs, qui sont Mamoru Hosoda, ancien du studio Ghibli, qui a fait ses propres films à succès après, connu pour La Traversée du Temps, mais plutôt plus récemment par Les Enfants Loups ou Belle récemment. Je dis qu'ils sont connus parce que c'est des réalisateurs qui ont fait plusieurs, 6 films pour Hosoda et 7 films pour Makoto Shinkai. Makoto Shinkai a sorti là très récemment Suzume, mais Your Name ça a été son quatrième ou cinquième long métrage qui a été un très grand succès et qui a cassé tous les box-office. Ce qu'on pourrait dire sur ces films, c'est que c'est des films qui sont plus actuels, qui ont des éléments fantastiques, mais qui parlent de profils d'adolescents, adolescentes japonaises dans la vie courante. Et que par rapport à des univers extrêmement de genre, de fantasy, de science-fiction, de magie, c'est des films plus campés, qui ont cette approche plus psychologique qui est très, très appréciée, qui fonctionne bien actuellement et qu'on a plus envie d'avoir. Bon, dans les séries, il faut les citer. Le Japon, c'est un pays qui se définit extrêmement par ses licences. Donc une licence, c'est des sagas, des séries, des univers. C'est comme ça qu'on pourrait traduire licence. C'est des personnages qui sont dans un univers et qui font certains types d'histoires. L'industrie japonaise est très centrée sur ces licences. Donc quand il y a un manga, on en fait une série d'animation, on en fait un jeu vidéo, on en fait du merchandising, qui est une des raisons pour lesquelles aussi l'industrie est si créative, parce qu'il y a beaucoup d'apports d'argent dans tous les sens. Et du coup, c'est une industrie qui a donné lieu à des très grandes sagas qui ont duré très longtemps. On peut citer évidemment Pokémon, qui est une machine à fric sans fin et qui a marqué toutes les générations depuis 20 ans, et dans des histoires de plus d'arts martiaux et fantastiques, Dragon Ball Z qui a beaucoup marqué la génération 2000. Même chose, sont un rapport très différent à l'action, et qui c'est des dessins animés qui ont traversé le monde et qui ont beaucoup marqué une nouvelle approche du cinéma. Actuellement, il y a toujours cette très grosse domination des licences dans les années 2010-2020, avec actuellement on pourrait citer Demon Slayer, qui est encore une fois une série d'actions avec des exorcistes contre des démons, euh, qui éclate tout au box-office. Le manga, la série et les films sont parmi les choses les plus vendues de tous les temps. Et, euh, et voilà, on a des très grandes licences. La critique pourrait rester, et c'est une critique qui est beaucoup faite et que moi je ferais même personnellement sur le cinéma d'animation japonaise, c'est que même s'il a laissé une plus grande place à des aventures psychologiques et à des portraits, ça reste une industrie qui est extrêmement destinée à un public ado, adulte, et qui, du coup, moins en vieillissant, mais aussi pour les autoristes qui travaillent dans ces milieux-là, c'est difficile de rester pertinent. Faire des trucs cool pour les enfants et les adolescents quand on a 50 ans, ça devient plus dur. Et c'est une industrie qui commence à être vieille. Ouais, maintenant, on pourrait... quelque chose qui revient beaucoup sur l'animation japonaise, c'est que si elle est très bien et très, très populaire dans le public ado, c'est elle a un certain manque de maturité qu'on peut retrouver que dans une toute petite partie de la production et dans les longs métrages. Voilà, donc actuellement l'animation japonaise c'est une industrie extrêmement puissante, très, très exportatrice aussi, hein. On parle de plusieurs dizaines de longs métrages et des centaines de séries chaque année. Pour synthétiser le propos actuel, c'est qu'il y a peut-être une perte des voix principales et des sujets un peu ressassés qui commence un peu à en faire pâtir. Une Beaucoup plus qu'aux États-Unis et en Europe, il y a une fixation énorme sur l'animation 2D. Et aussi, en termes d'industrie, c'est une industrie qui va un peu mal, l'industrie japonaise, parce que même si elle vend beaucoup, elle est dans une période difficile, parce qu'il y a trop de séries, il n'y a pas assez d'argent qui vient des ventes, qui vient ralimenter le milieu, et donc on est un peu
tous les témoignages de travailleuses du milieu de l'animation japonaise sont un peu cata en disant que il y a plus d'argent, les conditions d'exploitation et de travail sont vraiment très difficiles, et du coup, il y a un peu les sujets et les techniques deviennent un peu stériles parce que pour proposer des choses nouvelles, on a besoin de temps et de respiration et de nouvelles voies, et que comme c'est une industrie qui est très dure et extrêmement dirigée vers une création rapide et formatée, c'est quelque chose qui a beaucoup plus du mal à vivre, quoi. Et ça se traduit aussi par le fait que il y a peu de courts-métrages et il y a peu de longs-métrages indépendants au Japon. Tout est vraiment extrêmement dédié vers la production industrielle. Ce qui va nous amener très naturellement, ce dernier commentaire, à l'animation européenne et un peu occidentale au sens large. L'animation européenne, je vais être plus rapide parce que principalement c'est quelque chose que vous devez connaître plus du fait de vos études ou de votre expérience personnelle, parce que forcément c'est des films qu'on a plus vus. L'animation européenne. L'animation européenne, pour la dater, on va être obligé de faire une petite entorse. Émile Renault avec son Pierrot à la Lune, enfin Triste Pierrot, mais il y a eu un autre Émile qui a fait beaucoup parler de lui et qui a beaucoup lancé l'animation européenne et occidentale, qui est un Émile Coll, qui dès les années 1910 créait beaucoup de courts-métrages très expérimentaux, et qui dans son approche a vraiment fait date, et qui, même chose, va marquer toute la production européenne. Plutôt que se concentrer sur un art extrêmement figuratif, réaliste, à se concentrer sur le détail de corps, lui il a une approche très graphique et très expérimentale de l'animation. Du coup, c'est des techniques plus rares et qui vont rester, qui sont le papier découpé, qui sont l'animation en peinture animée. Et ça, en fait, ces éléments-là, c'est des trucs qu'on va énormément retrouver dans la production européenne. Qui a plus... je n'ai pas parlé du statut d'auteurice dans le cadre de la production américaine et japonaise, parce que simplement il est beaucoup moins considéré, en fait, même légalement et en termes de droits. En France, vous avez des droits d'auteur sur beaucoup de choses, et vous avez un droit moral inaliénable sur vos créations. Aux États-Unis et au Japon, le droit est beaucoup plus en faveur des éditeuristes et des producteuristes, parce que quand vous vendez un film et que vous demandez de l'argent pour les films, vous allez devoir cesser vos droits de diffusion, mais aussi un droit moral sur vos films, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi avec vos personnages, vos histoires, et si on veut faire une suite à votre film et que vous n'êtes pas d'accord, on la fait tout de même et sans vous, quoi. Donc voilà, cette approche très artistique et auteuriste, elle est vraiment très présente dans la création européenne. En tant qu'artiste, on a un peu de la chance d'être dans ces milieux-là. C'est impossible de parler de l'animation européenne sans parler de Ladislas Starevich. Lui, il était très dans la stop motion. Starevich, c'est un... Bon, si vous vous dites ça ressemble un petit peu à Tim Burton et à Henry Selick, le mec a 60 ans avant, hein. Donc c'est plutôt eux qui sont allés là-dessus. Du coup, Starevich, il a beaucoup filmé en stop motion, il est très influencé par le surréalisme, les contes, par un art expérimental, et il mélange de la poupée, des personnages réels, donc il filme beaucoup sa fille dans ses films notamment. C'est un peu le papa de l'animation en stop motion, hein, c'est indéniable, et il a aussi influencé beaucoup d'auteuristes qui sont venus après, notamment du cinéma d'Europe de l'Est, polonais, russe, tchécoslovaque, et puis tchèque, et slovénien, qui est vraiment très très important. Donc lui, il a été un peu oublié parce que ses films sont pas extrêmement populaires par des formats, par des sujets et par une esthétique qui c'est des films qui sont adressés à des enfants, hein, par contre. C'est ça qui est compliqué, c'est que quand on est habitué à l'imagerie Disney et qu'on projette un film de Starevich à un enfant, il y a beaucoup de chances qu'il pleure, tout simplement parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce genre d'image. Dans la continuité logique, on pourrait citer Swank Meyer, qui a repris ça, qui est une référence absolue maintenant parce que lui a fait des longs métrages et a fait des formats un peu plus accessibles peut-être, mais toujours très expérimentaux. Donc lui est plus actif dans la période 70-80, très connu notamment, là je vous ai mis Alice, son film qui est un hommage au Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, ouvrage surréaliste s'il en est. L'autre court-métrage, qui est cette fois-ci un court-métrage canadien, c'est L'homme qui plantait des arbres,
de Philippe Noiret, adapté de la nouvelle de Jean Giono. C'est un court-métrage de 25 minutes au crayon à papier et qui est extrêmement important pour l'histoire et qui est très très cité. C'est un film qui est cité par Miyazaki, qui est cité par Paul Grimaud notamment, qui est assez vieux et qui rentre beaucoup dans cette tradition très littéraire qu'on peut avoir plus en Europe de faire de l'adaptation, mais aussi des formats longs et très graphiques. Sur l'Europe, on va devoir, pour simplifier cette histoire d'animation occidentale et européenne, on va devoir un peu simplifier. Je vous ai parlé de l'animation américaine, sa contrepartie, forcément, surtout dans la période de la guerre froide, c'est l'animation soviétique, qui est très connue, mais qui a eu un succès très différent, une influence très différente, due à des problèmes de diffusion. Si on ne doit citer que 2 personnes, on va devoir le simplifier au travail de Yuri Norstein et son moyen-métrage Tale of Tales, qui sont des merveilles du papier découpé, de l'animation, qui prouvent là aussi une approche revendiquée et politique de l'animation soviétique, de ne pas faire du Disney, de faire du papier découpé, des recherches graphiques, des recherches aussi très formalistes, donc avec des films abstraits, des films extrêmement poétiques, des films absurdes, et une approche très graphique. Et si on voulait le simplifier, c'est un cinéma qui n'est pas lisse, c'est un cinéma qui parle de trucs obscurs, qui parle de choses surréalistes, qui n'est pas accessible, qui demande une culture visuelle et littéraire pour être apprécié. Bon, dans les faits, aussi rendu sa accessibilité plus difficile. Les films étaient moins diffusés. Quand ils étaient diffusés, ils avaient plus de mal à toucher un public, et donc plus difficile. Un autre point de l'animation soviétique, c'est le cinéma de Lev Atamanov, avec La Reine des Neiges ou L'Antilope d'Or, qui sont une autre approche du cinéma, cette fois-ci plus 2D dessiné, avec une utilisation de la rotoscopie et du réalisme qui sont assez importantes dans le cinéma soviétique. Un autre pôle intéressant de l'animation, avançons un petit peu dans le temps, allons dans les années 80, c'est l'animation anglaise. L'animation anglaise, elle a été très influente, c'est un des gros pôles européens, parfois très simplifié à son approche assez punk et adulte du cinéma. On ne peut pas aller sans citer l'adaptation de l'album de Pink Floyd, The Wall, qui parle évidemment du régime politique anglais, du thatcherisme, de l'industrialisation forcée, de problèmes sociaux. Donc un film musical très politique, des segments d'animation, des segments en prise de vue réelle, extrêmement influent sur l'ensemble de l'industrie, quoi. Et aussi une approche qui m'intéresse beaucoup avec La Folle Escapade ou les Garens de Watership Down, film qui en a traumatisé plus d'un, qui est un film pour enfants de base et qui a un gros succès anglais dans les années 80, mais qui est un film qui maintenant est archi traumatisant parce que très violent et en fait très réaliste. On suit des histoires politiques de tribus, de lapins à travers l'Angleterre. Donc le cinéma anglais d'animation est un peu catégorisé par des courts-métrages très mignons, adaptés de Beatrix Potter, et très doux, mais aussi un cinéma assez revendicateur et réaliste qui montre une dureté du réel et qui est moins orienté vers le divertissement que du Disney. Si on avance un petit peu dans le temps, période 2000, on va aussi avoir un énorme chamboulement dans l'animation européenne qui est l'arrivée du documentaire, en fait, du vrai pur cinéma adulte, qui n'est pas de la satire, qui s'explique aussi par un plus gros intérêt des institutions, musées et des départements culturels de différents pays, de donner de la thune pour raconter des choses en animation. Et donc, ces films-là, ils peuvent exister puisqu'ils peuvent se faire financer par des institutions et pas seulement par des diffusions télé. Donc le film qui fait date, c'est le Maus, c'est Valse avec Bachir de Harry Folman, qui est au cinéma d'animation, ce qui est Maus à la bande dessinée, donc l'arrivée du roman graphique et du roman documentaire. Valse avec Bachir, qui raconte des chroniques, des mémoires de Harry Folman sur un conflit réel. Film documentaire très politique, récompensé à Cannes, et qui vraiment est un point de pivot pour dire que c'est bon, l'animation est passée dans le peut plaire aux adultes, peut parler aux adultes. Un exemple un peu moins donné
mais qui est quand même très important par sa nomination à Annecy. C'est Le voyage de Monsieur Krulik de Anka Damian, datant de 2011, qui est le portrait de la grève de la faim d'un homme qui résiste à son arrestation et qui va l'amener à sa mort. Et c'est un film qui fait date parce que c'est une très grosse expérimentation technique qui est laissée aux étudiants de beaux-arts pour raconter une histoire réelle, parler d'un fait divers et parler de conflits diplomatiques entre deux pays. Donc c'est vraiment un film qui a fait date et depuis on a beaucoup plus de films destinés à un public adulte avec des sujets adultes dans la production européenne. On va devoir s'intéresser à la France, désolé. La France est un des plus gros acteurs du cinéma européen, de par son âge historique, de par son industrie, et de par le fait que on a beaucoup de chaînes, on a beaucoup de studios, on a le Centre national du cinéma qui donne de l'argent pour soutenir l'industrie, et on a la redevance télévision qui fait que quand un film est diffusé à la télé, ils redonnent de l'argent aux studios et aux boîtes de production, ce qui leur permet et les encourage à créer de nouveaux films. Le cinéma français, en quelques dates, c'est 1952, Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, film d'animation 2D très poétique, coécrit par Jacques Prévert, un grand poète français, est-ce que j'ai besoin de le présenter, et qui a donné cette approche au cinéma d'auteurisme dans le traitement poétique, le refus de la monarchie, là où on peut quand même dire que c'est très présent dans les contes et dans le cinéma général, d'avoir un certain respect de la monarchie et des États et de l'impérialisme. C'est aussi un film qui se veut anti-Disney, parce que le cinéma français c'est beaucoup caractérisé par on ne veut pas faire du Disney, on veut faire autre chose que du Disney, on veut raconter des vraies histoires éducatives aux enfants, encore à cette période. Autre film tournant, Kirikou et la sorcière, de Michel Oslo, film d'animation 2D sorti en 1998, qui est un gros marqueur de l'animation française. Pourquoi Kirikou a été marquant? C'est un film financé de manière très indépendante, c'est un film qui s'intéresse à la culture africaine, une culture extrêmement sous-représentée dans le cinéma mondial. C'est aussi un film qui a fait débat par la nudité de son personnage principal, qui l'aurait rendu tout à fait inaccessible à n'importe quelle production généraliste. Bon, moi je suis très critique du cinéma de Michel Oslo et de Michel Oslo en tant que personne, mais c'est un film qui est inévitable puisqu'il a en fait créé de nouvelles vocations quoi. De par son succès, il a prouvé que c'était possible de faire du cinéma comme ça. Il fallait avoir de l'ouverture d'esprit, il y avait aussi une approche graphique qui est particulière avec un cinéma très en silhouette et une manière très particulière de parler dans le cinéma de Oslo. Donc voilà, c'est un film qui a fait date. Plus récemment, le cinéma français, on pourrait le résumer à, comme ce que j'ai dit sur d'autres cinémas, une approche plus psychologique, plus intéressée à des récits intimistes et à des récits sociaux et politiques, plutôt que des films folkloriques issus du conte. On a un peu une maturité du ton qui s'est installée depuis 15-20 ans dans le cinéma d'animation, avec des films comme Ma vie de courgette ou J'ai perdu mon corps, des films récompensés au succès en salle, qui ont montré qu'on pouvait parler de personnages avec des profils différents. Dans Ma vie de courgette, c'est un personnage qui est en situation de deuil, et dans J'ai perdu mon corps, c'est un personnage de jeune mec arabe en France qui a perdu sa famille et qui doit essayer de trouver sa place dans la société et qui, au cours du film, devient une personne handicapée. Donc et qui, techniquement, c'est aussi des films dont la technique est importante parce que La vie de courgette, c'est un peu le renouveau de la stop motion en France et en Europe, avec les techniques d'impression 3D qui permettent de rendre possible ce genre de création. Et J'ai perdu mon corps, qui est une technique très particulière, qui est de l'animation 3D sur Blender, qui est ensuite retracée en 2D. Donc on rentre aussi dans ce cinéma mixte qui avait du mal, hein. On séparait beaucoup les techniques avant. Le mélange des techniques se fait de plus en plus avec de la 3D, de la motion capture, enfin plein de techniques diverses quoi. En série culte, on peut parler des séries de stop motion et au graphisme très franco-belge, et une approche graphique différente, moins réaliste et plus des traits de silhouette. Donc là je vous ai mis Voilà c'est Gromit, une série en stop motion, et l'Alinéa de Osvaldo Cavandoli qui est une série d'animation où tout est animé en un seul trait, qui montre comment on peut raconter beaucoup de choses avec peu de moyens.
Et des séries plus récentes, on peut quand même noter que l'animation jeunesse reste très principale dans le cinéma d'animation. De toute façon, la série est le nerf de la guerre dans absolument toutes les industries de cinéma d'animation. Mais on peut quand même noter que des séries à succès en France et en Europe sont souvent calquées sur des modèles étrangers. Les Mystérieuses Cités d'Or, une série d'aventures coproduit avec le Japon, qui est parfaitement dans les récits d'aventure traités de manière épisodique feuilletonnante, ce qui est le modèle japonais. Et Oggy et les cafards, produit par Xylam, un truc bien français en je sais pas combien de saisons, qui est... Enfin bon, c'est bien Oggy et les cafards, mais c'est une copie conforme des Looney Tunes et de Bip Coyote, quoi, sur 5 saisons. Donc on peut quand même dire qu'il y a il y a des modèles préexistants qui font ça. Dans les débats plus actuels des séries pivots, on pourrait parler de Miraculous Ladybug, même chose d'une coproduction avec la Corée, mais une série à l'initiative française, c'est des films de super-héros, héroïnes, des doubles identités, destinés à un public enfant, mais c'est de la série 3D à succès. Autre série qui, même chose, n'est pas particulièrement une série que j'apprécie, mais qui est un point de pivot, c'est Last Man, la série de Jérémy Perrin, qui est devenue d'une manière ou d'une autre un exemple récurrent de la série d'animation pour adultes peut exister. Regardez, Last Man a été fait. Donc Last Man, série de combat, mais aussi de polar urbain, que des personnages adultes, propos adultes, entre guillemets, parce qu'il y a d'action, du sexe et la violence. C'est comme ça qu'on définit les films adultes encore, malheureusement. C'est un peu triste. Et voilà, donc le cinéma européen, il est caractérisé par une politique d'autorisme plus importante. On veut des profils uniques, on veut des graphismes uniques. Le fait que ce soit industrialisable, c'est important pour que l'industrie fonctionne, mais on veut faire ressortir des démarches graphiques et des démarches, des thèmes et des sujets légèrement différents. On le voit, c'est quand même beaucoup l'animation européenne qui, en long métrage et même en court métrage, propose beaucoup de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques. C'est peut-être un biais cognitif du fait que je suis européen et que les cinémas et festivals européens diffusent des films européens, mais c'est quand même un vrai marqueur de l'identité, quoi. Et même quand on entend des réalisateurs internationaux parler d'animation, ils citent beaucoup le cinéma européen, mais aussi des approches de cinéma, la nouvelle vague, François Truffaut, le cinéma français, européen, enfin Cannes, quoi, si on veut beaucoup simplifier. Il y a aussi beaucoup d'autres cinémas, d'autres pays, d'autres nationalités dont je vais parler beaucoup plus rapidement pour en identifier certains aspects principaux. Mais c'est les autres cinémas hors Europe est un peu plus unique, c'est difficile de les identifier parce que il y a moins de films, il y a moins de textes, il y a moins de diffusion, donc c'est plus difficile de les identifier. Les grands absents sont évidemment les pays de l'hémisphère sud avec une partie de l'Amérique du Sud, mais énormément le continent africain, quoi, qui est juste le grand oublié, quoi. Parce qu'il n'y a pas les structures sur place, parce que il n'y a pas l'argent, parce que les rares choses qui sont produites sont pas diffusées et reconnues. Et donc moi je peux pas vous en parler parce que malheureusement leur seule existence c'est des séances de courts-métrages ou d'ensemble de courts-métrages où on vous dit le cinéma ghanéen, le cinéma ivoirien, le cinéma marocain, le cinéma péruvien. C'est des cinémas qui n'arrivent pas à exister à grande échelle pour beaucoup de raisons pour lesquelles que je n'ai pas les connaissances pour expliquer. Mais quelques cas intéressants. Tout de même, le cinéma chinois, c'est hyper intéressant, le cinéma chinois. Genre vraiment, c'est un espèce d'ovni. Le cinéma chinois fonctionne très bien, mais il fonctionne en économie interne. Le film que vous avez à gauche, je ne pense pas que vous le connaissez, c'était un film qui s'appelle Neza, réalisé par Yu Yang en 2019, et c'est le plus gros succès de long métrage d'animation chinois. Enfin, c'est le plus gros succès au box-office, donc des dizaines, centaines de millions d'entrées. Et c'est un film qui n'est pas diffusé en France. Les raisons seraient un peu compliquées à expliquer. En fait, le marché chinois, en termes de population, est tellement gigantesque que les films n'ont pas besoin d'être exportés à l'international pour vivre. Là où un film
d'un pays à une plus petite population va avoir besoin de financement étranger ou d'une diffusion étrangère pour se rentabiliser, quoi. Le cinéma chinois peut tout à fait se passer d'être diffusé à l'international. Et bon, personnellement, il y a beaucoup d'échos aussi qui disent que il y a un gros conflit de diffuseurs qui font qu'il y a un blocage, que les longs métrages et les séries chinoises n'arrivent pas en France, n'arrivent pas en Europe, parce qu'on ne veut pas forcément soutenir ce cinéma, où les institutions et les studios chinois ne veulent pas les envoyer. C'est un peu mystérieux. Il y a beaucoup d'avis contraires que j'ai lus, donc je saurais pas vous le dire. Mais ce qui est quand même intéressant en termes de discours français, franco-européen, c'est qu'il y a quand même des films chinois qui arrivent, comme par exemple le film que je vous ai mis à la droite, qui s'appelle Have a Nice Day, de Liu Chan, sorti en 2017, et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on observe dans le cinéma live aussi qui arrive en Europe, c'est que les rares films chinois qui arrivent dans nos contrées, ce sont des films très sociaux et très critiques de la société et du régime chinois. Donc c'est aussi des films qui peuvent sortir parce qu'il y a des financements étrangers et que, c'était le cas de Have a Nice Day, ne sont pas autorisés à la diffusion en Chine. Donc il y a des jeux politiques très complexes qui dépassent tout à fait le cinéma d'animation, le cinéma et même la culture en général qui sont en jeu sur le fait que ces films existent et sont diffusés. C'est pour ça que les questions de représentation sont importantes, parce que moi je vais vous parler du cinéma chinois avec les films auxquels j'ai accès et qu'on me laisse voir en festival. Et donc voilà, par les médias qu'on me laisse bien voir, je me fais une idée des choses. Donc je peux pas commenter au-delà de ça, à part que ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Le cinéma chinois d'animation fonctionne beaucoup. Il est très centré sur de l'animation jeunesse et beaucoup sur des adaptations de contes chinois, d'aventures, de Les Trois Royaumes, des histoires d'arts martiaux et d'aventures principalement, si je devais le simplifier. Autre cinéma, on reste en Asie, le cinéma coréen. Le cinéma coréen, c'est un cinéma qui existe depuis assez longtemps, qui est toujours assez créatif. Le cinéma coréen, il a une bonne diffusion à l'international, Corée du Sud. Il est caractérisé par des films plutôt orientés vers la jeunesse. Là, je vous ai mis Marie Yagi, film récompensé en France par Annecy, et je vous ai mis Wonderful Days, un film de science-fiction de 2003, qui était un très beau mélange technique pour l'époque. C'est intéressant parce que malheureusement la production en Corée du Sud, elle est très souvent simplifiée à une copie un peu délavée de la production japonaise, ce qui s'explique en partie par le fait qu'il y a beaucoup de sous-traitance de la production japonaise en Corée du Sud. Du coup, beaucoup de gens sont formés à faire de la série japonaise, et du coup, quand il y a des produits créés sur le territoire pour le territoire, et bah forcément, on le voit dans l'influence. Et les budgets sont l'industrie est moins développée, mais c'est quand même un pays qui est assez important en animation et qui a une culture visuelle hyper importante. Et j'aimerais vous en parler plus en détail, mais malheureusement qui a moins de visibilité à l'international et dont on parle assez peu. Autre secteur, le cinéma brésilien, qui lui a plutôt bonne presse. Je vous l'avais dit, il y a des essais du cinéma d'animation dès le début du XXe siècle en Amérique du Sud avec Al Apostol, le premier long métrage. Actuellement, ce qui arrive en Europe du cinéma brésilien, c'est principalement ce film que vous avez à droite, Le Garçon et le Monde de Allé Abreu, cristallisé à Annecy aussi. C'est pour ça que les festivals c'est très important, parce que festival égale diffusion, égale sortie, égale visibilité. Donc c'est pour ça que je vais vous casser la tête avec les festivals. Pour l'instant, ce qui arrive en Europe, c'est des récits très orientés vers la jeunesse, avec une approche graphique qui est singulièrement différente, de par la culture visuelle. Moi je trouve que dans le dessin et dans la couleur, c'est très distinctif, et un des sujets qui revient souvent, ou en tout cas qui est souvent mis en avant par la sélection française, c'est le traitement de l'écologie qui est très particulier, qui s'explique par le fait que le territoire brésilien est un territoire particulier avec la forêt amazonienne, des questions de déforestation, d'aménagement du territoire et de croissance très importante, qui est évidemment traduite dans les films qu'on peut voir. En Europe, j'avais oublié de le citer, on a le cinéma irlandais, qui est très bien représenté, notamment par un studio en particulier qui est très populaire ces dernières années, qui est le studio Cartoon Saloon, avec lequel on a pu voir des réalisateuristes comme Tom Moore, une figure très importante du cinéma d'animation actuel, et Nora Twomey, une réalisatrice dont j'apprécie beaucoup le boulot. C'est des récits qui sont distinctement irlandais, c'est quelque chose qui est très, en tout cas, réclamé par Tom Moore,
parce qu'à la fois dans la patte visuelle et à la fois dans les récits, ça donne de la visibilité à une culture qui est unique, à une culture graphique unique et des récits uniques. Et du coup, c'est cool d'avoir un succès international qui permet de continuer à financer des films. Et puis après, c'est un peu difficile pour la suite de définir des films parce qu'en Europe, on a beaucoup de collaborations. On a beaucoup de collaborations interpays et qui parfois, dans la patte graphique et dans les sujets, vont parler d'autres choses. Donc là, Chico Herita, un film de 2010 qui fait un portrait de deux artistes musiciens cubains réalisés par l'Espagne et le Royaume-Uni. On a eu Flea qui rentre tout à fait dans le cadre des films documentaires, films danois, français, norvégiens, suédois qui parlent d'un parcours de réfugiés. Donc, même chose, il y a des traitements qui sont uniques, mais c'est difficile d'avoir un discours global et uniformisé parce que c'est un premier long métrage, parce que c'est du documentaire et ce genre de choses. Dans le même style, on a eu l'art récompensé au César récemment, Ma famille afghane, de Michaela Pavlatova, un film tchèque, slovaque et français, qui s'intéresse à un parcours d'une femme tchèque qui part s'installer en Afghanistan. Donc même chose, à part de dire que le cinéma documentaire et le cinéma qui parle de parcours de réfugiés et d'immigration est populaire en ce moment dans la création européenne. Je peux pas tirer des choses concrètes là-dessus parce qu'il n'y a simplement pas assez de films. Mais c'est intéressant de voir qu'on a c'est plus des sujets du coup globaux qui sont adaptés dans ce genre de film. Dernier exemple, La Passion Van Gogh, film en peinture animée. On parle de Van Gogh, c'est un film anglais et polonais. Voilà, c'est un peu difficile de tracer des identités fortes et des parcours là-dessus, à part que y a des thématiques fortes qui reviennent dans le cinéma actuel, qui sont des récits intimistes, des parcours de vie, des biopics, et une approche graphique de plus en plus libérée qui se fait quand même.